Vous l'avez suivi dans l'actualité, le chef de l'État a organisé un séminaire sur la décentralisation et la gouvernance locale pour faire l'état des lieux des réformes entreprises dans le secteur. La décentralisation, souvent présentée, on le sait, comme une réponse aux attentes de proximité, d'efficacité et de démocratie locale. Le Bénin, après plusieurs étapes de réforme, s'est engagé aujourd'hui dans une clarification du rôle des élus et des administratifs. Mais que révèle vraiment ce tournant? Où en est-on concrètement sur le terrain? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Bonjour le Bénin, Franck Kenevo. Il est expert en décentralisation et gouvernance locale. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation et bonjour à tous les Béninoises et à tous les Béninois. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau pour évoquer quand même ce sujet d'actualité. En face de vous, un autre expert en décentralisation, Stanislas Roncanli. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous? Ça va, c'est un plaisir de vous recevoir par ici. Alors, on va y aller tout de suite, Franck Kenevo. C'est une volonté du chef de l'État de réformer, on va dire, la décentralisation, la gouvernance locale. Il y a cette réforme qui est intervenue et à juste titre, quelques mois avant son départ, il a tenu à faire le point. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, est-ce qu'on est en droit de se dire que c'est une réforme qui était bien pensée, qui était bien vue, qu'il le fallait? Oui, je pense que cette réforme était attendue depuis 2006 parce qu'on avait, lorsque la décentralisation avait été lancée en 2003, la loi prévoyait une période transitoire de 3 ans. Et après ces 3 ans-là, il fallait faire l'évaluation et donc, à partir de ce diagnostic, revoir ce qui n'allait pas. Mais dès 2006, on a eu plusieurs séries d'évaluations et donc on avait le diagnostic, mais il n'y avait pas eu les décisions qu'il fallait pour réformer. Et donc en 2021, le chef de l'État a pris les taureaux par les cornes pour lancer cette réforme qui était bien pensée parce que justement, cette réforme apportait des réponses précises au diagnostic, notamment la forte politisation de l'administration communale qui causait d'énormes problèmes à la performance des communes. Il y avait aussi la mauvaise gestion des ressources de la commune. Il y a le manque de ressources humaines, le manque de ressources financières, la faible mobilisation des ressources, etc. Donc, face à ce diagnostic, le chef de l'État a proposé une thérapie de choc qui est, il faut le dire, qui a désaxé beaucoup d'acteurs parce que le chef de l'État est allé très loin dans, disons, la solution qu'il a apportée. Donc, il était normal qu'après 3 ans aussi de mise en œuvre, qu'une évaluation soit faite. Et donc, je pense que la rencontre qu'il y a eu entre le chef de l'État et les acteurs locaux, c'était une rencontre qui venait à point nommé parce qu'il y avait beaucoup de bruits confus autour de la réforme. Il y avait des bruits qu'on disait venir des maires, il y avait des bruits, des murmures qu'on disait venir des SE, etc., de la société civile. Et donc, il était normal que le chef de l'État, qui est quand même le porteur de cette réforme, puisse faire une évaluation, une première évaluation. Et moi, j'ai apprécié qu'après la phase protocolaire, que le président de la République ait eu ce temps de cœur à cœur avec les maires, à l'abri des médias, tout, pour qu'il leur a dit clairement, sans langue de bois, de dire ce qui ne va pas dans cette réforme. Et je pense que c'était un moment important où les acteurs se sont parlé, les maires se sont exprimés. Malheureusement, les secrétaires exécutifs ne se sont pas exprimés. Mais les maires se sont exprimés et le chef de l'État leur a donné des clarifications. Parce que pour qu'une réforme marche, il faut que les principaux acteurs puissent comprendre la réforme et se l'approprier. Et donc, cet exercice a été fait. On pourra revenir sur les points d'amélioration. Absolument. Alors, Stanislas Roncanli, est-ce qu'on est en droit de se dire aujourd'hui que les élus locaux ont effectivement intégré la réforme? Est-ce qu'ils l'ont accepté finalement? Parce qu'on savait qu'il y a eu beaucoup de remous autour de cette réforme. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'ils l'ont vraiment accepté?
Bien sûr, avant de répondre à votre préoccupation, je voulais dire que il y a quelques jours, j'étais sur un plateau organisé par vos collègues de la Radio nationale où j'exprimais justement ce vœu de voir marquer une pause pour évaluer le chemin parcouru depuis 3 ans. Et quelques jours après, le chef de l'État a pris l'initiative, donc c'est une marque de fierté et de satisfaction. Parce qu'effectivement, il fallait faire la pause. Et comme le disait M. Kenevo, toute réforme est liée à un contexte. Il a bien décrit le contexte. Il y avait quand même beaucoup d'avancées, mais il y avait des défis à relever. Et c'est pour ça que la réforme est venue à point nommé. Et depuis que nous avons commencé, il y a des évolutions significatives. D'abord, sur le plan politique, on note une certaine stabilité au niveau des différents organes politiques. Vous n'avez plus entendu parler d'institutions, de maires, de crise, à un point fini. Et donc, la réforme a permis quand même de régler ce problème et avec plusieurs alchimies. Par exemple, les autres acteurs qui rechignaient parce qu'ils n'étaient pas vraiment impliqués dans la gestion quotidienne des mairies, je veux dire les élus, les adjoints au maire en l'occurrence, qui sont désormais membres d'un organe décisionnel important, à savoir le conseil de supervision. Donc ça fait qu'il n'y a plus matière, n'est-ce pas, à faire de la fronde, parce qu'on est associé à la prise de décision au niveau communal. Donc ces évolutions politiques vraiment sont palpables et visibles sur le terrain. Et l'autre chose qui est liée d'ailleurs à cette stabilité politique qu'on constate, c'est la valorisation de certaines fonctions politiques et techniques. Les membres des conseils, disons, conseil communal, conseil de supervision, ont droit à un certain nombre de privilèges, à savoir une rémunération par exemple, des avantages. Lorsque vous êtes associé à la prise de certaines décisions importantes, ça dit, on vous accorde une certaine valeur. Ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde est concerné par ce qui se passe. L'autre chose qu'on constate, là, c'est vraiment déjà les acquis. Hein. C'est la recherche de la performance qui est désormais intégrée au fonctionnement des différents acteurs. Parce qu'il y a plusieurs dispositifs qui sont mis en œuvre qui permettent, n'est-ce pas, en tant qu'observatoire, de suivre un peu l'action des différents acteurs, que ce soit les acteurs politiques ou les acteurs techniques. La cellule est là tout le temps, marque à la culotte les secrétaires exécutifs et les directeurs positionnés sur les principales fonctions administratives et techniques. Donc ça fait que tout le monde veut travailler, tout le monde veut performer. Et il y a des rapports qui sont élaborés, il y a un certain nombre d'indicateurs sur lesquels on attend, disons, ces acteurs-là. Ça fait qu'on est obligé de travailler. Et l'autre chose qui est liée à cela, c'est qu'il y a la culture de l'évaluation de l'action publique. Comme je l'ai dit, il y a des échéances où un certain nombre d'autorités apprécient l'action exécutée par, disons, les secrétaires exécutifs. Par exemple, le conseil de supervision, tous les mois, doit pouvoir apprécier le rapport soumis par le secrétaire exécutif. Et à la fin de l'année, ça va être le même exercice pour le rapport de performance. Donc ça fait qu'on est vraiment amené à travailler. Mais le principal résultat obtenu jusque-là, parce que cela c'est vraiment palpable, c'est l'accroissement des ressources propres au niveau des communes. Dans la plupart des communes, ces ressources se sont accrues. Parce que déjà, dans la loi portant code de l'administration territoriale, on a clairement indiqué que les secrétaires exécutifs doivent travailler vraiment à accroître les ressources propres, parce que ce n'est qu'à partir de là qu'on pourra mettre en œuvre des investissements structurants. Et tout le monde s'y attelle. Les préfets accompagnent vraiment cette dynamique-là. Par exemple, dans le département du Mono, le préfet est tout le temps avec les communes, suit vraiment de près cette évolution-là et essaye de rechercher des solutions là où ça dysfonctionne. Et là, vraiment, c'est une avancée significative. Alors, Franck Kenevo, selon certaines préoccupations exprimées au chef de l'État, le statut des maires fonctionnaires reste flou et problématique. Quelle solution on va dire, juridiques ou administratives on pourrait trouver pour assurer une clarté dans leur positionnement sans quelque sorte remettre en cause le mandat électif? D'accord, je vais revenir sur votre question, mais par rapport à la performance dont mon ami et collègue Stanislas parlait, il faut nuancer un peu parce que aujourd'hui, nous avons au niveau de l'administration communale un cadre
qui est renforcé par un personnel Bac+5 au niveau de la direction, à tous les niveaux. Mais paradoxalement, dès 2023, la première année de plein exercice budgétaire de la réforme, on a vu que le taux de consommation des ressources a commencé par baisser. Et jusqu'à cette année, le taux de consommation des ressources est faible par rapport à la période avant la réforme. On peut expliquer cela par le souci des cadres qui sont déployés d'améliorer les procédures, de respecter les procédures, mais en même temps, ça pose des problèmes en matière de mise en place des services sociaux de base. Et donc, le chef de l'État a donné des instructions aux différents ministères concernés pour que ce problème soit réglé. Parce que si on déploie la ressource humaine de qualité au niveau des collectivités territoriales, c'est pour faire mieux que par le passé. Et moi, je pense que sur cette question, il y a deux possibilités. Soit, en plus des directeurs qui ont été déployés par l'État, qu'on puisse amener d'autres cadres pour les appuyer à faire les DAO, les dossiers de passation des marchés. La commande publique aujourd'hui est très encadrée au Bénin et les procédures, il faut vraiment les maîtriser pour les faire. Et je crois que visiblement, beaucoup de communes n'ont pas cette qualité de ressources humaines. Soit, il faut aller à la dématérialisation. Il faut que cette procédure soit numérisée et donc facilite le travail à l'administration communale parce que au cœur de cette procédure, il y a l'administration communale, il y a le délégué du contrôle financier, il y a la trésorerie communale, il y a la préfecture, il y a plusieurs acteurs qui jouent, qui interviennent dans la procédure de passation de marchés publics. Et donc, si c'était dématérialisé, numérisé, chaque acteur sera plus rapide parce qu'aujourd'hui, il faut envoyer les papiers aux délégués, ça peut faire des semaines, ça peut faire des mois, ça va revenir, les va-et-vient là, ça perd le temps. Et au bout du processus aussi, parfois on sélectionne des entreprises qui n'ont pas la capacité financière ou l'entreprise même qui n'a pas rempli les conditions, c'est elle qui saisit l'autorité de régulation des marchés publics et ça prend du temps. Donc il faut régler ce problème-là. Maintenant, par rapport aux maires qui sont des fonctionnaires, je pense qu'ils font une mise en disponibilité. Et donc, pendant leur mandat, ils sont pris en charge par l'administration communale et à la fin de leur mandat, ils reviennent dans l'administration publique. Donc, il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup de maires qui sont des fonctionnaires qui sont dans l'administration publique, ça ne pose aucun problème. La loi a prévu ce mécanisme-là. Oui. En fait, parlant d'évolution, je n'ai pas parlé de consommation de ressources, j'ai été bien clair. J'ai parlé de mobilisation de ressources, de l'accroissement des ressources. Une chose est de mobiliser, mais l'autre, c'est d'utiliser les ressources. Et ce qu'il dit, en fait, la faible consommation des ressources n'est pas seulement liée aux capacités techniques des acteurs en place. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Par exemple, il y a un nouvel acteur qui est introduit dans le circuit de consommation des ressources, à savoir le contrôleur financier. On constate une certaine lourdeur à ce niveau. D'abord, le taux d'encadrement des communes est un peu faible. Chaque commune n'a pas un contrôleur financier. Il y en a qui travaillent avec beaucoup de communes. Donc ça fait que les dossiers sont vraiment en attente. Mais en dehors de ça, il y a aussi que les transferts de ressources viennent en retard. Ça, ce n'est pas directement lié à la réforme, mais malheureusement, la réforme n'a pas encore pu résoudre cela. L'État met du temps à mettre à disposition les transferts du FADEC. Et quand ça arrive, il y a beaucoup de difficultés à consommer. Il a parlé du processus de passation de marché. Là aussi, il y a des goulots. Mais ce n'est pas seulement au niveau des communes, c'est sur le plan général. Beaucoup d'acteurs, même dans des administrations centrales, se plaignent du fait qu'il y ait beaucoup de filtres à passer. Et donc, c'est à repenser. Tous les jours, on révise, n'est-ce pas, le code, mais on n'a pas encore la vraie solution par rapport à ça. Alors, le chef de l'État, au cours de ces séminaires, donc, a ouvert la voie à des ajustements. Selon vous, quelles seraient les priorités à intégrer dans les mois à venir, Stanislas, c'est à vous, pour renforcer donc, la cohérence et l'impact de la réforme? La question des ressources humaines. Il y a une évolution importante avec la mise en place de ce fichier-là, des cadres de haut niveau qui sont mis à disposition. Mais il y a quand même des cadres intermédiaires qui doivent être recrutés
Mais malheureusement, les recrutements sont gelés en ce moment au niveau des communes. Il faut demander des dérogations pour pouvoir l'obtenir, alors qu'il y a des besoins importants. Beaucoup de communes ont exprimé des demandes qui ne sont pas encore satisfaites pour des raisons, en tout cas, que la cellule pourrait évoquer. Donc, puisque c'est la cellule qui autorise. Il y a aussi que pour certaines fonctions, les acteurs sont en mutualisation. C'est-à-dire que je prends par exemple les directeurs des services, comment on appelle? Technique. Directeurs des services techniques, ou bien directeurs des affaires domaniales, ou bien les directeurs des systèmes d'information aussi, qui sont en mutualisation. Là, c'est vraiment un problème. Parce qu'il y en a qui disent ils n'ont pas vraiment le temps de se concentrer pour travailler parce qu'à cheval sur 2 ou 3 communes. Ça, c'est vraiment un problème. J'ai appris dernièrement que pour les DSI au moins, directeurs des services d'information, que un prochain rappel va être fait pour permettre, n'est-ce pas, de couvrir l'ensemble des communes. Il faut régler cela absolument. En dehors de ça, il y a que le contrôle financier doit pouvoir se déployer partout. Parce que si vous êtes bien informé du rôle qu'il joue en ce moment, c'est que s'il n'y a pas un encadrement vraiment complet sur l'ensemble des communes, on ne va pas bouger. Vous avez beau mobiliser les ressources, vous ne pouvez pas les consommer parce que l'heure cachée là, est vraiment important pour avancer sur la chaîne de dépenses. Ça, c'est vraiment important. Et l'autre chose, c'est justement l'amélioration de la collaboration entre les maires et les secrétaires exécutifs. Justement, j'allais y venir. On a beaucoup évolué parce qu'au départ, c'était vraiment... catastrophique. Oui, un peu comme un ring où chacun se prévaut des prérogatives que la loi lui a données pour dire, ah là, je marche vraiment dans mon couloir et je n'ai pas à interagir avec, disons, je n'ai pas à faire des compromis, à fermer des yeux, à faire des concessions. Mais là, ça a évolué. Dans beaucoup de communes, ça avance. On est très fiers de voir des secrétaires exécutifs consulter tous les jours le maire sur un certain nombre de dossiers, même qui relèvent de leurs compétences propres, de leurs attributions propres. Ça, c'est des bonnes pratiques qu'il faut partager. Mais il y a aussi que certains secrétaires exécutifs qui pensent que, bon, il faut seulement convoquer la lettre de la loi, qui se perdent dans les frondes, les difficultés, les tiraillements avec les élus. Mais là, il y a des pièges qui se glissent. Parce que lorsque tu ne reconnais pas l'autorité du maire, qu'après, tu saucissonnes des marchés de bonne foi parce que tu veux avancer, là, tu creuses ta propre tombe. Et là, vraiment, on t'ensevelit. Alors, Franck Kenewa, ce sera pour finir. Est-ce que, entre, on va dire, les récriminations du début des maires qui estimaient qu'ils ont été vidés de leur substance, que leur poste a été vidé de sa substance, et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la mentalité, la réflexion a changé et que les maires ont pris maintenant la mesure de la réforme et que ça marche plus ou moins bien? Oui, je pense qu'à écouter les maires à la fin de cette séance, ils étaient très contents de la réforme. Mais néanmoins, à huis clos, ils ont posé quand même un problème important au chef de l'État. Et je crois que dans une démarche pédagogique, le chef de l'État a réussi à les convaincre de laisser le statu quo évoluer parce que les maires voulaient vraiment que... C'est pas facile d'être la première autorité d'une administration et d'avoir un secrétaire exécutif dans votre administration, qui est tout puissant, mais qui est tout puissant pratiquement. Donc les maires avaient suggéré au chef de l'État qu'on puisse leur donner une marge de manœuvre dans le choix des secrétaires exécutifs, c'est-à-dire si ils peuvent tirer 3 et choisir un parmi ces 3-là, après un entretien, etc. Mais le chef de l'État leur a expliqué que le hasard, avec tout l'encadrement qui est prévu, le hasard était mieux pour qu'il n'y ait pas de considérations personnelles qui entrent en ligne de compte. Et donc, je crois qu'il a convaincu les maires. Mais c'est vraiment maintenant les secrétaires exécutifs qui doivent comprendre que c'est le maire qui va vers les électeurs. C'est le maire qui reçoit un mandat des citoyens. Et donc, à partir de ce moment, il y a un respect, il y a des concessions. Même si la loi rend étanche la relation entre le maire et le secrétaire exécutif, surtout en ce qui concerne ses attributions propres,
il faudrait que le secrétaire exécutif fasse des ouvertures et comme l'a dit mon ami Stanislas tout à l'heure, que au-delà de l'esprit de la loi, que les secrétaires exécutifs puissent collaborer véritablement avec les élus et que les élus aussi comprennent que leur rôle a changé. C'est-à-dire, avant, le maire était tout puissant dans l'administration. Vous avez le maire de Boycon, le maire de Porte-Novo. Ils ont l'habitude de dire que quand ils rentrent dans la mairie, dans l'hôtel de ville, au même moment que le secrétaire exécutif, tout le personnel se dirige vers le secrétaire exécutif. Donc, c'est une réalité. Mais la réforme les réoriente vers les citoyens, vers la dimension politique du mandat municipal. Et cette dimension politique, en occupant cette dimension politique, ils vont trouver leur aise et évoluer véritablement. Vous avez posé une dernière question, c'est de savoir si les maires ont compris. Je pense que cette séance a contribué à ce que les maires comprennent davantage la réforme, parce que entre le Palais des Congrès en 2022 et la salle du peuple de la présidence de la République, s'est passé 3 ans où chacun est allé sur le terrain, a éprouvé les textes de loi. Et je pense fondamentalement que le chef de l'État a ouvert des pistes d'amélioration qui seront examinées dans les jours à venir. Très bien. Donc, ce n'est pas la question des informations sur les impôts qui sont aujourd'hui prélevés en ligne, par exemple, pour faciliter les ristournes des communes. C'est une question qui a été abordée lors de la séance. L'intervention des ministères, vous voyez, le suivi de la réforme a fait que les préfectures, qui sont reconnues par la loi comme unique autorité de tutelle, ces préfectures-là ont du mal à coordonner l'ensemble du système. Et donc, il y a des ministères qui interviennent directement dans les communes. Les maires ont relevé cela auprès du chef de l'État. Très bien. Et donc, il y a ces sujets-là qui vont faire l'objet de traitement au niveau du gouvernement. Donc, je pense que ça a été un moment important pour cette réforme. Bien sûr. Et dans les jours à venir, nous allons voir ce qui sera amélioré. Et c'est aussi l'occasion pour que la société civile soit associée à ces éléments-là. Parce que le parent pauvre de cette réforme, comme je le dis souvent, c'est la société civile. C'est la démocratie locale qui n'est pas valorisée. Et elle sera valorisée lorsque la société civile aura trouvé pleinement sa place dans la gestion de nos collectivités territoriales. Merci Franck Kenevo. La réforme sur la décentralisation a-t-elle eu des impacts sur la gouvernance locale dans votre communauté? Partagez avec nous vos expériences. Un Stanislas va partir et un autre Stanislas va prendre sa place. Oui, mais avant de partir... Oui, mais ce sera vraiment en 30 secondes. Oui. Ce qui s'est passé au Palais de la Marina est à saluer, n'est-ce pas? C'est une bonne chose, mais c'est juste une évaluation politique. Il reste vraiment l'évaluation technique qui doit se faire. Et c'est heureux qu'on annonce déjà un séminaire gouvernemental, mais il faut aller un peu plus bas pour rassembler les acteurs opérationnels de la réforme. Très bien, merci Stan. Alors, merci Stanislas. On va retrouver Stanislas Oussa-Alinquon, que j'appelle affectueusement Stan par ici, pour relayer donc les avis des internautes, puisque nous leur avons adressé la question. Si vous permettez, il va prendre votre siège momentanément, Stanislas Oussa-Alinquon, pour nous délivrer les avis des internautes. Ça va aller au pas de charge pour lui. Stanislas, bonjour. Bonjour, Rodrigue Herman Amenga, bonjour à tous. Allez, est-ce que vous pouvez nous donner lecture de quelques avis des internautes? Exactement, et nous nous rendons sur notre page Facebook, la page Facebook de Bénin TV, où notre ami Z le Sage écrit: selon moi, la réforme sur la décentralisation a permis à certaines communes de jauger leur capacité à se défendre seules. Et en même temps, cette réforme a fait reculer d'autres qui n'ont pas assez de ressources, pense notre ami Amdan Tita Jure. Bonjour le plateau, dit-il. Cette réforme a eu des impacts positifs dans ma commune. Elle a contribué à l'autonomisation de la commune de Kandi et a surtout amélioré la gestion budgétaire qui était toute autre chose auparavant.
Effectivement, la réforme permet à la population de savoir ce qui se passe dans leur localité, réagit Fada Oli, et cela parce qu'on en rend compte dans nos communautés. Ainsi, la corruption perd son terrain, la bonne gestion des ressources s'installe et on en profite tous. Florence Ndiekon vient en appui et renchérir en ces termes. Pour moi, cette réforme a permis d'abord de dépolitiser l'administration communale. Ensuite, elle favorise la transparence dans la gestion des ressources de la mairie à travers la reddition de comptes et les audits. Enfin, la réforme facilite l'affectation vers les communes de grandes ressources financières capables de répondre aux préoccupations des populations, sans oublier les ressources humaines de qualité. Bokor Roland Caliste marque son retour sur la matinale Bonjour le Bénin en assurant un certain en dehors du rapprochement de l'administration des administrés, il y a des points positifs comme la séparation claire des fonctions techniques et politiques, le renforcement de l'autonomie des communes, l'amélioration de la gestion des ressources et le développement local durable. Cependant, des défis comme la vulnérabilité sécuritaire, le déficit infrastructurel et l'absence de politique en gestion foncière persistent, estime notre ami Bokor Roland Caliste. Merci beaucoup pour ces avis, Olé Stan. Je vous en prie. Passez une excellente journée. Merci. Merci également à vous, Franck Kekenevo, pour votre disponibilité. Merci pour l'invitation et je suis heureux que les internautes suivent vraiment la vie de nos communes. C'est très intéressant de le souligner. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. À vous aussi et excellente semaine à toutes. Et à chacun. La SRTB. C'est bien voilà. cela. Et surtout Bénin TV sur laquelle vous êtes la chaîne de télévision de la SRTB. Allez, tout de suite et maintenant, les sports de Blaise Adancourt. Ce sera donc l'avant-dernière étape de cette émission.